Je pense qu'on ne devient pas psy par hasard. Quand on choisit d'aller vers ces métiers-là, je pense qu'il y a une raison profonde. Oui. Ça serait une connerie de se lancer en tant que psychologue sans avoir fait l'expérience soi-même et sans avoir travaillé sur son histoire. Un psy ne doit pas être une éponge. Mais moi, je ne sais pas faire autrement que d'être l'éponge. En fait. Après, c'est aussi un métier merveilleux parce que pouvoir accompagner les gens et voir les gens, c'est un peu éclore comme ça. Je vois vraiment l'image de cette fleur en fait qui vient vraiment ouvrir ses pétales. Bonjour, bienvenue sur le podcast Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle. Un dimanche sur deux, je vous propose des témoignages inspirants et des interviews d'experts pour vous aider, vous aussi, à vous épanouir professionnellement. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Coiffard, qui est psychologue clinicienne et qui est la fondatrice, la créatrice du podcast La Psy, c'est pour les fous. Et avec elle, on va parler du métier de psychologue, comment se reconvertir comme psychologue, quelles sont les études nécessaires, on va parler aussi rémunération, on va parler des débouchés possibles et puis on va surtout aborder l'envers du décor. Donc si ce métier vous intéresse, restez bien avec nous et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui alors que tu es, je crois, en escapade parisienne alors que tu vis à l'île Maurice aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ton parcours à toi ? Je crois que tu t'es toi-même reconvertie comme psychologue à l'époque, il y a quelques années déjà. Absolument. Alors, je pense que j'ai un parcours assez atypique. Les raisons, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce que je peux dire de mon parcours scolaire, universitaire, c'est que je n'ai fait que des choix par défaut, puisque, et je raconte cette histoire dans mon livre La fleur au fusil, mais j'avais une forme de pression scolaire de par ma famille, et du coup, il n'y avait pas 36 000 possibilités, il y avait un peu une voie royale qui m'était proposée, et le reste n'était pas envisageable. Et donc voilà, j'ai fait des choix comme ça pour pas trop décevoir, et en même temps ne pas trop m'éloigner de moi, de qui j'étais. Mais sur le plan philosophique, cette notion de compromis, je ne sais pas si on peut vraiment si vraiment il y a des bons compromis. Toujours est-il que... En général, au bout d'un moment... Ça l'a pas fait. Ça revient, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé par un IUT Tech Deco que j'ai fait à Aix. Ensuite, j'ai compris que le privé, ça allait pas être ma came. Donc je me suis dit si c'est pas le privé, c'est quoi ? C'est le public. Donc je suis montée à Paris, j'ai fait une licence maîtrise AES, administration économique et sociale, en me disant peut-être que de travailler dans la fonction publique. Les cours étaient passionnants, j'ai appris plein de choses, mais je me suis dit non, ça va pas le faire non plus. Là, j'ai eu des cours d'économie sociale et solidaire, pardon. Et là, je me suis dit, le tiers secteur, l'associatif, ça peut être quelque chose qui me botte. Et donc, je voulais m'inscrire dans un master de solidarité internationale. Mais avant de faire ça, je voulais un peu être sûre de mon coup. Et donc, je suis allée vivre une expérience de plusieurs mois, 6 mois, au Sénégal. Voilà. Bon. J'ai choisi le Sénégal, ou le Sénégal m'a choisi, je ne sais pas. Mais et au retour, j'ai fait ce master en solidarité internationale. Sauf que mon expérience à Dakar fait que j'ai pris connaissance en fait de ce monde-là, du monde de la coopération, qui est très très différent du monde de l'humanitaire, j'insiste. Et finalement, le monde de la coopération, à ce moment-là de mon histoire, à 25 ans, je pense que j'étais très utopique et que j'ai très vite compris que 75% des dépenses, c'était des frais de fonctionnement. C'était des 4x4 pour les expats, des belles maisons avec piscine, des chauffeurs, des jardiniers, etc., etc. Et que finalement, le budget alloué au projet de développement, c'était un peu moindre. Donc, j'étais un peu contrariée. Et donc, je n'ai jamais travaillé dans cette voie-là. Et puis, j'ai fait plein d'autres de petits boulots, notamment de la formation. Je suis intervenue dans les écoles de commerce à Dakar sur un module de communication interculturelle. Et puis, il y avait quand même cette idée de la psychologie, en fait, qui était là depuis longtemps. Mais à l'époque, au moment des choix, il n'y avait pas Parcoursup, mais c'était le Minitel à notre époque. J'avais émis cette possibilité-là, mais très vite, on m'a dit « Mais psycho, t'es folle, c'est une voie de garage ». Je pense que ça, c'est vraiment un cliché qui était très répandu à l'époque. Et donc, j'ai mis ça de côté et donc, ça revenait, je l'avais en tête en me disant, peut-être quand je serai à la retraite, je ferai des cours à la fac en candidat libre. Ouais. Et à ce moment-là de mon histoire, je rencontre un garçon qui est devenu mon mari, avec qui je suis depuis longtemps, et qui me dit, mais Jeanne, pourquoi attendre la retraite ?
Alors là, ça, pourquoi donc oui, en effet, pourquoi pas. Et en effet, c'est lui peut-être qui m'a donné le petit coup de pouce. La permission que tu avais besoin. Exactement, peut-être la permission. C'est ça. Et donc, cet été-là, je suis à Paris, donc je m'intéresse à la PNL, à l'analyse transactionnelle, voilà, aux outils comme ça. Donc, je vais à une réunion PNL. Et là, il y a un psychologue qui me parle de l'Institut d'études à distance, qui me parle de l'IED. Je ne connaissais pas du tout. Donc, Paris, qui est rattaché à Paris 8. Paris 8, et c'est donc la seule université qui permet de faire le cursus entier, de la licence 1 jusqu'au Master 2. Voilà, à distance. À distance, c'est le seul. Après, il y a d'autres facs, d'autres facs à distance qui proposent la licence, peut-être le Master 1 à vérifier. Mais en tout cas, le cursus complet en France, c'est l'IED. Après, il y a peut-être des opportunités, Canada, Belgique, Suisse, mais en tout cas, pour la France, c'est l'IED. Et donc, oui, en effet, il y a l'IED, donc je commence à m'intéresser à ça. Et donc, je m'inscris, quoi. Je m'inscris et me voilà partie pour 5 années d'études qui, pour moi, se sont transformées en 7 ans. Pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison ? Alors, parce que ce sont des études qui sont très exigeantes. Donc, les 3 premières années de licence, je les ai enchaînées comme ça. Je vivais au Sénégal à l'époque. Donc, j'avais fait faire de mon ambassade mon centre d'examen. Donc, j'avais eu l'opportunité. Ça, je ne savais pas non plus que ça existait, mais quand on vit à l'étranger, on peut faire ça. Donc, j'ai passé mes examens à l'Institut français à Dakar. C'était très confortable. Et après, on est rentré en France. Et il y a eu une succession d'événements qui m'ont, entre guillemets, un peu ralenti dans mon cursus, dans mon parcours. Et ça aussi, j'en parle dans mon livre. Donc en Master 1, il y a mon papa qui est décédé et c'était un peu soudain, inattendu, et du coup en plus du Master 1, j'ai fait mon deuil. Ouais, c'est évident. qui est un processus qui est assez chronophage en réalité. Donc j'arrivais pas vraiment, enfin j'ai vite compris que j'allais pas réussir à tout faire, et au-delà de ce deuil, encore une fois, ce sont des études qui sont très exigeantes, c'est-à-dire que pour être accepté en Master 1, il fallait avoir des notes vraiment excellentes, hein, donc je devais avoir 16 de moyenne. Et en fait, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, à l'IED, il y avait une autre sélection entre le M1 et le M2. Donc, il fallait en plus, de nouveau, être parmi les meilleurs pour espérer avoir une place en master, sachant qu'il y avait très peu de places par rapport à la demande. Donc, en fait, je pouvais pas, j'avais pas le droit à l'erreur, en fait. Donc, il fallait vraiment me concentrer. Il y avait 12 matières sur table. Un stage de 180 heures, je crois, en Master 1, plus le rapport de stage, plus le mémoire. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, plus un deuil. Donc, beaucoup. Je l'ai fait en 2 ans. Et quand je suis rentrée en Master 2, mon fils est né. Et du coup, là aussi, ça prend du temps. Là aussi, ça prend du temps. Donc, voilà, j'ai décidé de m'occuper de lui un peu et de poursuivre mes études. Mais donc, immanquablement, ça a pris un peu plus de temps. Donc, il m'a fallu 7 ans pour cette reconversion. Alors, si on revient justement sur les études, aujourd'hui, pour être psychologue en France, quels sont les diplômes, les formations qui sont nécessaires ? Alors, le titre de psychologue est donc un titre. Hein, donc, on a un diplôme d'État et l'ARS ensuite nous donne ce titre. Voilà. L'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Exactement. Avec un numéro à délit de professionnels, exactement. Hein, c'est ça, comme les médecins. Alors, les médecins, c'est RPS, je crois, ou RPPS, je sais en tout cas, un numéro officiel, c'est exactement. Ça voulait dire. Donc, on a ce numéro-là. À l'issue de nos études, il faut faire une demande à l'ARS de là où on vit, et c'est eux qui donnent ce fameux numéro à délit. Donc, c'est un parcours en 5 ans. Il y a des discussions actuellement pour transformer ces études en doctorat, Bac plus 8, ce qui est déjà le cas au Canada. Je trouve que ça fait assez sens parce qu'on parle quand même de santé mentale et donc c'est pas rien. C'est une grosse responsabilité et selon moi, les 8 ans sont largement justifiés et en réalité, c'est quand même un peu ce qui se passe dans la pratique, c'est-à-dire qu'en effet, il faut valider un Master 2, donc c'est 5 ans d'études, sauf que la plupart d'entre nous, pour devenir psychothérapeute, eh bien en fait, il faut se former à une psychothérapie. Et selon l'outil qu'on va choisir, cette formation, elle prend ce temps-là, en fait. Elle prend entre 3 et 5 ans de plus. Alors, c'est pas du temps plein, évidemment, mais néanmoins, au final, on y arrive, quoi. Oui, parce que ce que tu veux dire, c'est que dans les études de psychologie, les 5 premières années universitaires, on n'apprend pas vraiment à faire de la psychothérapie ? Pas du tout, même.
Absolument pas. En fait, il y a vraiment psychologue et psychothérapeute, c'est selon moi, et puis c'est pas que selon moi d'ailleurs, c'est deux choses différentes. Le psychothérapeute, il est formé à une psychothérapie. Or, pendant les études, donc c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun en licence. Donc en psycho, il y a 4 grands domaines psychosocial, psycho du développement, psychoclinique et psychocognitive. Voilà. Et donc, on va un peu balayer ces 4 dimensions pour pouvoir faire des choix, en fait, arriver en master et se spécialiser. Voilà. Et une fois qu'on on se spécialise, et ben là, on va plutôt choisir une voie et donc délaisser les autres. Donc, même quand on choisit la voie de psychologue clinicienne en master, on se spécialise dans ça, tu dis on n'apprend pas de la psychothérapie. Non. Donc après, si on veut recevoir des gens en cabinet, par exemple, notamment, tu dis il faut aller se former derrière à d'autres approches. Bien sûr qu'on le fait. Mais oui, selon moi, on n'est pas psychothérapeute tant que, de un, on n'est pas soi-même passé en psychothérapie. Pour moi, c'est un incontournable. Et de 2, avoir été formé et supervisé dans la psychothérapie. Et ce que je suis en train de dire là, c'est assez... Il y a un parallèle à faire avec la Suisse, puisque en Suisse, c'est 5 ans d'études. Et après, pour être remboursé, pour que les psychologues soient remboursés par les assurances, c'est un système qui est très différent. Il faut que l'étudiant s'inscrive dans une masse. Et donc, une masse, c'est une formation en 5 ans où le psychologue va choisir une psychothérapie. Et pendant ces 5 ans, il y a plusieurs pans. Donc, il faut qu'il fasse un travail, ce que je viens de dire en fait. Il y a un travail sur lui, plus il travaille, donc c'est-à-dire il est déjà dans un service, il est supervisé, donc il peut déjà mettre en pratique ce qu'il apprend, plus la partie formation, et il est supervisé dans la thérapie, la psychothérapie qu'il a choisie. Voilà, et nous, c'est ce qu'on fait un petit peu en marge, c'est pas reconnu comme tel, mais il y a énormément de psychologues qui font ça. En tout cas, pour faire de la psychothérapie, il faut se former à un outil quel qu'il soit, en fait. Alors, ouais, donc on a les psychologues diplômés d'État qui ont été donc à l'université, et puis il y a à côté tout ce qu'on va appeler les thérapeutes, psychopraticiens, qui eux, quelque part, vont directement se former à un outil sans passer par la case universitaire. Quel est ton point de vue un peu là-dessus ? Alors, moi, je sais pas si je suis vraiment tranchée ou pas. Je trouve que, quelque part, c'est un peu problématique. Parce que, en effet, pendant ces études, quand même, Master 1, Master 2, on a une énorme base de psychopathologie. En ça, on va avoir des connaissances similaires à celles des psychiatres. Sans être médecin, évidemment, parce que les médecins, eux, peuvent prescrire des médicaments. C'est la grande différence entre psychologue et psychiatre. Exactement. Néanmoins, en termes de connaissances théoriques, on a les mêmes. Et donc, quand on reçoit des gens, si on n'a pas ces connaissances psychopathologiques, ça peut être un peu problématique, je pense, pour l'accompagnement, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe, qui on a en face de nous. Alors, l'idée, bien sûr, c'est pas de mettre les gens dans des cases ou de coller des étiquettes. Non, mais quand même, je pense que c'est une base nécessaire. Après, je vais un peu nuancer mon propos là, parce que on sait, il y a des études qui l'ont prouvé d'ailleurs, que ce qui fonctionne dans le travail psychothérapeutique, c'est cette notion d'alliance thérapeutique. Je crois que c'est 70% des fonctionnements des thérapies, en tout cas sur des études qui sont sorties, sont liés à la relation. Exactement. C'est pas autant, mais en tout cas, c'est le chiffre le plus gros dans les différents facteurs. Il y a des facteurs spécifiques et des facteurs communs, donc l'alliance thérapeutique est le facteur commun à toutes les psychothérapies. J'ai plus en tête 40%, mais peu importe. En tout cas, c'est le plus gros pourcentage qui va avoir un impact positif sur l'efficacité en fait, du travail. Et je pense qu'il y a des psychologues qui sont mauvais et des psychopraticiens qui sont très bons dans le sens de l'alliance, en fait. Donc, c'est pour ça que je veux un peu nuancer mon propos pour cette raison-là. Mais c'est vrai que la base des connaissances en psychopathologie, elle est quand même importante. Oui, parce que aussi il y a des gens des psychologues diplômés d'État qui font les 5 ans et qui ne vont pas derrière se former parce qu'il n'y a aucune obligation. Exactement. C'est chacun fait ce qu'il veut et qui du coup se retrouvent dans des cabinets mais ne savent pas vraiment faire parce qu'ils n'ont jamais appris. Exactement. Ouais. Ça arrive. Et puis il y a même des psys, j'en ai rencontré, en tout cas sur les bancs de l'université. Peut-être que depuis, ils ont fait un travail, mais pendant les études, des étudiants qui n'avaient pas commencé de thérapie. Pour moi, c'est impensable.
Mais voilà. Mais comme il n'y a pas d'obligation. Exactement. Ça, c'est un autre point qui est assez étonnant, qu'il n'y ait pas d'obligation. Selon moi, ça devrait être comme une matière, en fait. Il faudrait une attestation du psy, alors sans parler de ce dont on a travaillé, mais en fait, est-ce que tu es allé vivre cette expérience ? C'est l'apprentissage de manière empirique, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on est assis sur le fauteuil ? Qu'est-ce qui nous traverse ? Qu'est-ce qui nous anime ? Alors, si on revient en tout cas sur ceux qui ont envie d'aller vers la psychologie d'État, moi, j'ai fait avoir beaucoup de clients qui sont très intéressés par la psychologie, l'accompagnement et qui se posent plein de questions sur est-ce que je vais vers l'université, est-ce que je me forme dans des pratiques alternatives, on va dire. Comment ça se passe, ces études à distance ? Quelles sont un peu les difficultés ou les points de vigilance qu'il faudrait avoir ? Alors, c'est vrai que c'est un parcours qui est vraiment semé d'embûches. Mais pas impossible. Non, mais quand on vraiment on a ça à l'intérieur de soi, on peut soulever des montagnes. Ouais. Donc, puis l'idée ici, c'est vraiment d'être réaliste et d'être au plus près des choses. Exactement. Donc, non, c'est pas simple. Si on a la chance de ne pas avoir à travailler, ça, c'est vraiment le luxe suprême, ce qui est quand même assez rare. Mais avoir un travail à temps plein, ça me paraît assez compliqué. Mais il y a plein de gens qui y arrivent. Maintenant, à l'IED, je suis passée de l'autre côté. Donc, j'encadre les stagiaires, les Master 1 sur les rapports de stage. Et donc, c'est amusant de constater qu'il y a quasiment que des personnes en reconversion, que des femmes, ou en tout cas une écrasante majorité, qui ont justement une quarantaine d'années et qui sont en reconversion. Et oui, alors, certaines d'entre elles travaillent à côté. Et en effet, c'est difficile d'allier les deux parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des études qui sont très exigeantes. Vraiment très, très exigeantes. Ouais, à quel niveau c'est exigeant ? Parce que, quand je l'ai expliqué, 12 matières sur table, 12 partiels, c'est énorme. Énorme. Et si seulement, là c'est un peu critique de ma part, mais si seulement on faisait appel à notre bon sens. Mais non, on demande de la parcurisation, en fait, malheureusement, encore. Ouais, c'est très universitaire. Hein. Mon Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il faut engranger des connaissances, quoi. Il faut engranger des connaissances. Et à un moment donné, pour apprendre, faut se le répéter, quoi. Faut la lire, la fiche, quoi. Et donc, ça demande du temps. Parce que concrètement, ça se passe comment, justement ? C'est des cours qui sont synchrones, asynchrones ? C'est des vidéos qu'on regarde quand on veut ? C'est des trucs à lire ? Alors, à distance, c'était principalement des polycopiés. Voilà, donc, il faut être très rigoureux. Alors ça, par contre, oui. À distance, il n'y a pas de « j'ai un emploi du temps, je sais que je dois aller tel jour à tel endroit, voir telle matière, etc. » Non, là, c'est toi et toi-même. Donc, tu te lèves le matin, tu te fais ton programme. Et donc, oui, je pense que la rigueur et la détermination, c'est deux... Autonomie aussi, quoi. Enfin, oui, exactement. Ouais. Faut pouvoir avancer seul. Mais encore une fois, quand on sait pourquoi on fait ça, je pense que c'est pas très compliqué. En tout cas, on arrive à trouver les ressources pour ça. Mais oui, c'est très exigeant parce que ça demande du temps, parce qu'on a quand même, encore une fois, ces connaissances en psychopatho, il faut les acquérir. Donc, du coup, il faut bûcher, quoi. Il faut bûcher. Parce que c'est conciliable, les études de psycho, avec un travail à l'université classique, en formation initiale ? Ou c'est forcément à distance ? Non, on peut aller à la fac. Mais tu dirais que c'est conciliable avec un travail à temps plein ? Ah non, l'université, non. Je ne pense pas. Ouais, c'est pour ça que la plupart vont à distance. En tout cas, en reconversion, c'est à distance parce que justement, on a cette latitude en fait de pouvoir bosser le soir et le week-end si on veut, ou alors moi par exemple, je travaillais à mi-temps, donc ça me permettait de moduler. Et quand j'étais pas au boulot, j'étais sur ma chaise de bureau, quoi. Ouais. Donc il y a la licence et puis ensuite maintenant il y a l'entrée en master qui est devenue très compliquée en France. Comment ça se passe quand on est en reconversion à distance ? C'est les mêmes exigences, vraiment. Je ne sais pas quoi dire de plus, parce que c'est très sélectif. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de la sélectivité qu'il y a aujourd'hui en master, que peut-être certaines personnes ne connaissent pas parce qu'ils ont quitté les bancs de l'école il y a un certain temps déjà ? Ouais. Alors c'est vrai que entre le moment où moi je me suis reconvertie et aujourd'hui, il y a eu justement Parcoursup qui n'y avait pas au moment où moi j'ai fait ça. Donc je pense que maintenant la plateforme Mon Master. Voilà, c'est ça, Mon Master. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les chiffres sont assez accablants. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast. Alors je vais plus forcément les avoir en tête, mais il y a
4000 demandes pour 50 places. Enfin, je ne sais plus quel est le ratio, mais en tout cas, c'est fou. C'est important. Ouais. Et d'ailleurs, je fais une blague dans l'épisode en disant qu'il faut vraiment être fou pour... L'abscisse, c'est pour les fous, mais dans le sens, pour nous, les professionnels aussi, quoi. Faut être un peu fou pour choisir cette filière. Mais comme c'est aussi une filière passion, une filière vocationnelle, on a tous de très bonnes raisons. Donc, il y a un gros écrémage, en fait, qui se fait. Ça veut dire qu'il y a aussi, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, dans ta propre expérience, il faut avoir des très, très bonnes notes. Exactement. Pour espérer passer en master. Exactement. Et sinon, du coup, on fait quoi? Ça vaut rien, ce qu'on a fait? Absolument. C'est ça, hein? Alors, heureusement, maintenant... Il y a une sélection en licence et une fois pour arriver au master, et une fois qu'on y est, on va au bout. C'est bon. Moi, c'était pas le cas. C'est ce que tu disais. Hein. Donc, moi, je connais des gens qui sont restés sur le carreau avec un master 1 et qui n'ont pas pu aller en master 2. Donc, c'est assez fou. C'est plus le cas aujourd'hui. Bonne chose. Après, quand on est plus jeune, alors là, on parle de reconversion, mais... Ouais. Si on n'arrive pas à pousser la porte du master, bon, déjà, il ne faut pas se décourager. Si ça ne marche pas une première année, peut-être faut retenter. Après, j'ai parlé du Canada, de la Belgique, de la Suisse. Pourquoi pas? Mais bon, en général, quand on est en reconversion, on a une famille, on est implanté dans une géographie. Donc, c'est pas facile. Après, il peut y avoir des choses... des parcours comme ça, aller pourquoi pas vers psy scolaire, ça peut être une option, mais là c'est encore une autre... Donc là je crois que c'est un concours, hein, une fois qu'on a une licence de psycho, il y a le concours de psychologue scolaire. Exactement. Après, si ce métier de la relation d'aide nous plaît, on peut aussi peut-être aller vers EduxP, il y a des passerelles, Après, si vraiment l'objectif c'est d'être psychologue, il faut s'accrocher, et peut-être... Quand on n'est pas pris la première fois, faire en sorte que notre dossier ou notre CV soit peut-être plus attrayant. Mais là, encore une fois, quand on est en reconversion, c'est pas forcément évident de faire des stages supplémentaires. Mais en tout cas, j'ai écrit un article sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas son master. Mais c'est vrai que ça s'adresse davantage aux jeunes, de 20 ans. Mais on peut faire un service civique, on peut partir faire un volontariat de solidarité internationale, on peut partir n'importe où juste pour apprendre une autre langue, vivre une autre expérience, faire du bénévolat. Enfin, en tout cas... faire en sorte que son CV soit plus attrayant pour que ça passe sur une prochaine demande. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, mais est-ce que les personnes en reconversion sont désavantagées, avantagées? Est-ce que ce qu'on a fait avant peut être un plus ou à l'inverse quelque chose de négatif? Alors, tout dépend de... l'endroit où on va toquer. Je pense que, par exemple, l'IED, c'est le fonds de commerce de l'IED. Oui, les femmes de 40 ans en reconversion. Pour les masters, ensuite, pour l'entrée en master. Oui, en fait, en effet, ça dépend. L'IED, ils sont habitués à ces genres de profils, donc voilà. Et... bon, je pense qu'il y a toujours, partout, il y a toujours un pourcentage de personnes qui sont, entre guillemets, pas dans les clous. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui vont pas être comme toutes les autres personnes. Donc, moi, je trouve que c'est un atout dans une classe d'avoir quelqu'un qui est plus âgé, qui a plus d'expérience, qui a vécu d'autres choses. Au contraire, je trouve que c'est un atout, mais après, c'est pas moi, je suis pas dans le jury. Donc. Est-ce que, justement, tu parlais de classe, là, est-ce qu'à l'IED, il y a des regroupements, ou est-ce qu'on est vraiment aussi seul avec ses fiches et ses polycopiés, quoi? Alors, et c'est exactement le mot, c'est regroupement. Il y a 2 regroupements par an. En présentiel en général. Et après, comme moi, en l'occurrence, je suis loin, donc ça s'est fait en visio, mais on a quand même été 2 fois 4 heures dans un même temps, en tout cas, ensemble. Et ce, dans toutes les matières. Donc, il y a quand même du lien qui se fait. Là, je sais que le petit groupe que j'ai accompagné, ils avaient un groupe WhatsApp, il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, donc on n'est pas non plus seul. Plus, il y a un groupe Facebook, je pense, des étudiants de l'IED, c'est sûr. Même. Donc ils arrivent à créer quand même un peu une communauté, un esprit un peu communautaire. Exactement, de pouvoir poser des questions. On n'est pas seul, quoi. Ouais, ok. Alors, je crois qu'il y a une autre problématique, ce sont les stages. En effet. On s'accroche toujours. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Là, pareil, les étudiants renvoient, et ça a été évidemment mon expérience aussi, où il faut envoyer quand même beaucoup de CV avant d'avoir une réponse. Bon, après, je pense qu'on finit toujours par trouver, mais on va
peut-être pas trouvé spontanément ce vers quoi on serait allé ou le stage rêvé, entre guillemets. Mais oui, il faut vraiment s'accrocher. Je pense qu'on arrive toujours à trouver, mais c'est quand même beau. Là aussi, c'est chronophage de faire ces dossiers-là. Faut aller chercher. Si on n'a pas des connaissances, en tout cas, Parce que c'est en licence. C'est à partir de quel moment? Alors, licence 3, il y a un stage d'une centaine d'heures. D'accord. Voilà. Et après, c'est 280 en Master 1. Et je pense que c'est le double, quasiment le double en Master 2. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à trouver? Alors, il y a plein de raisons. En général, quand on cherche un stage, on va plutôt avoir tendance à chercher un stage en institution. Et en fait, les politiques gouvernementales depuis certaines années sont plutôt dans le sens de moins de services publics. Donc, il y a aussi, je pense, moins de psychologues en institution. Donc, déjà, il y a cette raison. Et ensuite, il y a beaucoup de psy. Et là, c'est un appel, s'il y a des psychologues qui nous écoutent. C'est aussi un appel de dire, essayez de voir si quand même, il n'y a pas moyen de moyenner. Parce que c'est vraiment hyper difficile. Et ça peut être un vrai atout parce que c'est un regard extérieur. Ça peut vraiment être une force. Sans que ce soit un remplacement d'un congé maths, parce que ça, on le voit aussi beaucoup. Donc, c'est pas l'idée non plus de mettre les étudiants en difficulté. Mais je pense que ça peut être une force, en fait, et pas simplement le voir, il faut que j'accueille un stagiaire, ça va être chronophage, j'ai pas le temps, etc. Ça fait partie de la formation. Alors, c'est vrai que moi, je trouverais formidable que ce soit un peu comme les études d'infirmier, où il y a un cursus, on passe par différentes... Ça serait vraiment génial que... différents services, tu veux dire, différents instituts. Exactement, que les stages soient plus ou moins pré-programmés, un peu comme en médecine. Peut-être si on passe à 8 ans d'études, c'est peut-être ce vers quoi on va tendre. Et je pense que ça serait plutôt sain d'avoir ce panel, parce qu'en fait, être psy en psychiatrie... en service fermé, en service ouvert, être psy dans une association d'accueil des migrants, ou être psy à l'aide sociale à l'enfance, ou être psy en prison, ça n'a rien à voir. Il y a quand même quelque chose, il y a un fil rouge, il y a quelque chose de commun dans la posture, probablement. Mais c'est, en fait, c'est comme si on ne faisait pas le même métier. Ouais. Alors justement, on va y venir au débouché. Donc, quand on a fini ce parcours de combattant déjà des études, on est psychologue. Quelles sont alors justement les opportunités, les débouchés? Comment on exerce? Maigre. Ma réponse est celle-là. On ressort les rames. Ouais, c'est maigre. Alors, mon expérience, c'est que, alors, une fois diplômée, contente, j'ai cherché, j'ai envoyé des centaines de CV, mais là aussi, j'étais pas mobile. C'est aussi le problème de la reconversion. Encore une fois, on est souvent ancré dans un territoire avec des enfants qui vont à l'école, ou un conjoint ou une conjointe qui travaille déjà. Donc, on est un peu limité. Donc, moi, j'étais à Toulouse à ce moment-là, j'ai envoyé des centaines de CV. Sauf qu'à un moment donné, ça faisait 7 ans que j'étais en reprise d'études, il fallait y aller, fallait travailler. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision de me lancer dans le libéral, mais c'était pas confortable du tout, cette affaire. Franchement, je pense que j'aurais préféré commencer en institution, parce que je pense que le travail pluridisciplinaire est extrêmement riche. Alors parfois l'institution peut être un peu maltraitante par manque de moyens, vraiment, mais quand ça se passe bien, quand on tombe sur une bonne équipe, c'est aussi très riche. Ça peut aussi être une expérience humaine, professionnelle absolument incroyable. Et moi, j'ai pas eu cette opportunité-là, et vraiment, je le déplore. Et je me suis lancée parce que j'avais commencé à me former à la thérapie ICV. ICV, tu veux nous préciser? Oui, pardon, excuse-moi. Intégration du cycle de la vie, et même maintenant, on dit LI, life... Pardon, je viens de manger, donc j'ai du mal à articuler. Vas-y. Lifespan Integration, ça vient des États-Unis, donc maintenant, on parle de LI, ICV. Pour parler de cette thérapie. Et donc, pendant mon master, j'avais commencé à me former à cette thérapie. Et donc, même si c'était très inconfortable pour moi de me lancer en libéral, j'avais quand même l'outil. J'avais quand même un début de quelque chose. Ce dont tu parlais tout à l'heure au début. Exactement. Donc, j'avais quelque chose, un peu une grille pour l'action, quelque chose qui m'a aidée à me lancer, qui m'a rassurée. Je savais un petit peu où je mettais les pieds, je savais comment mener mes premiers entretiens, je savais, en ICV, on a des protocoles, donc pour moi, c'était très rassurant d'avoir ça. Et en parallèle, je me suis directement inscrite dans un DU, donc diplôme universitaire en systémie.
thérapie familiale. Et donc, au fur et à mesure, donc la systémie, le DU, c'était 3 ans. Et donc, tous les mois, j'avais ce rendez-vous à la fac à Toulouse. Et donc, le temps passant, j'avais de plus en plus d'outils que je pouvais expérimenter, mettre en pratique, en tout cas, me reposer sur ça. Et heureusement que j'avais ça, sinon, ça n'aurait pas été la même expérience, je crois. Oui, donc, parce que c'était difficile de trouver une institution, tu t'es directement orientée vers le libéral. Mais je crois que moi, je lisais un article dernièrement dans Le Monde où les jeunes psychologues disaient la même chose, en fait. Parce que du coup, les institutions, donc c'est souvent dans les domaines publics, les secteurs publics. Exactement. Ou associatifs, mais c'est subventionné par l'État de toute manière. Ouais. Et puis, tu vas me dire si c'est exact ou pas, mais je crois que c'est souvent aussi des quart-temps ou des mi-temps. Enfin, que c'est des postes qui sont souvent assez fractionnés. Donc, il y a un quart-temps là, un quart-temps là, un quart-temps là, et que c'est assez difficile d'avoir un temps plein, quoi, c'est ça ? Oui, c'est vrai que les postes à temps plein sont rares, exactement. Et donc, on se retrouve dans des situations de mi-temps, de temps partiel, ce qui peut être une aubaine, entre guillemets, parce que c'est pas inintéressant d'avoir une pratique en institution et une pratique libérale. Je trouve ça, moi, j'aurais bien aimé faire ça comme ça. Et dans ce cas-là, ça peut être une chance, en fait, de mixer les deux. Exactement, de mixer les deux. Mais tout le monde n'a pas envie. En fait, quand on est au libéral, on est un entrepreneur. Et donc, c'est encore autre chose. Ça veut dire de la compta, ça veut dire de la com, ça veut dire des choses auxquelles on n'est pas du tout formé, parce que ça, pareil, les études ne forment pas à ça, malheureusement. Et donc, on découvre tout ça aussi avec le libéral. Oui, parce qu'il ne suffit pas de mettre une jolie plaque psychologue diplômé d'État pour que le cabinet soit plein. Absolument. Vraiment. Comment toi, tu as développé, je ne sais pas si tu veux partager, comment toi, tu as développé? C'était intéressant. En effet, au début, évidemment, je n'avais pas de patients. Alors, je crois que les plannings en ligne, pour ne citer personne, ça m'a quand même aidé à me faire connaître. Mais ce qui a été particulièrement pertinent et utile, c'est que... Tu parles de Doctolib, peut-être? Oui, pour ne pas les nommer. Mais comme je trouve qu'ils sont atrocement chers, j'avais pas forcément... que peut-être que les gens ne le savent pas, mais effectivement, les psychologues, les médecins qui sont dessus payent tous les mois ou à l'année. 139 €. Donc, sur un an, ça fait 1 500 €. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Et en fait, autant quand on est dentiste, médecin, on n'y a pas le même chiffre d'affaires. Donc finalement, ça se noie, ça peut se noyer un peu, mais sur un chiffre d'affaires de psychologue, c'est énorme, 1 500 €. Surtout quand on débute en plus et qu'il n'y a pas beaucoup de clientèle encore. C'est facilement 10% en fait. Voilà, peut-être un peu moins quand on se fait connaître et qu'on travaille plus, mais c'est un gros budget. Donc ça t'a aidé néanmoins quand même au début. Ça m'a un peu aidé, et ce qui m'a aidé surtout, c'est que quand j'avais pas de patients, j'avais fait des petites cartes de visite. Alors c'était il y a quelques années, peut-être il y a d'autres méthodes, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les salles d'attente des médecins. Donc j'ai fait vraiment la postière. J'ai identifié tous les cabinets de médecins généralistes autour de mon lieu d'exercice, et vraiment je suis allée attendre dans les salles d'attente pour aller me présenter. Donc premier rendez-vous, j'ai attendu mon tour. Au moins une heure. Attendu longtemps, et ensuite, j'expliquais aux personnes dans la salle d'attente en disant, écoutez, je suis psychologue, je viens me présenter, j'en ai vraiment pour 5 minutes, je vous jure. Et c'était le cas, parfois beaucoup moins. Et donc, je pouvais dire, je viens de m'installer, je suis dans tel endroit, voici ma carte. Si un de vos patients a besoin d'un accompagnement psychologique, vous pouvez lui donner ma carte. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça. Ouais. Super. Alors, on va parler rémunération, on a un peu abordé le sujet. Alors, j'imagine que c'est différent quand on est en libéral et quand on est en institution, mais quel est le salaire moyen ou un peu les normes, en tout cas, dans ce Alors, ça aussi, j'en parle dans le podcast, dans l'épisode 5 en particulier. On est sur du 22-25 cas par an. Ouais. Ce qui n'est pas fou. Non, ce qui est nul. Enfin, franchement, il faut le dire. Franchement. Non, en fait, j'ai fait les calculs. Le taux horaire d'un psy en institution, mais au final, ça revient au même en libéral. Je vais expliquer pourquoi. Okay. On est sur du 12 €. Ouais, ce qui est pas... ce qui est à peine plus que le SMIC pour 5 ans d'études, ou 7, selon les personnes. Et en fait, bientôt 8. C'est complètement déconnant, cette affaire. Parce que, mine de rien, on a une forme de responsabilité. Enfin, on reçoit... on ne vend pas du chocolat, quoi, même si ça peut être un peu antidépresseur, cette affaire. Mais on a quand même une responsabilité, sans parler de la charge émotionnelle de ce travail-là. Donc, c'est quand même... pas cher payé, quoi. Non, c'est vraiment pas cher payé, mais j'embarque avec moi les sages-femmes, les infirmiers,
Les profs, exactement. Exactement. En fait, tous les métiers du care, et ça, j'en parle dans l'épisode 6 de mon podcast, où je fais le lien entre la forte féminisation du métier et cette situation où il y a où la rémunération n'est pas vraiment en adéquation avec la mission, notre mission. Alors, tu disais c'est la même chose en libéral et en institut. Parce que, alors, en libéral, on pourrait croire que les gens pensent qu'on gagne comme les médecins, mais en fait, déjà pas du tout, parce qu'en 1 heure, on a un patient. Donc, selon les endroits, c'est entre 50 et 120 euros. À Paris, par exemple, les loyers sont chers, etc. Donc, l'heure, elle va être à ce prix-là, alors qu'un médecin généraliste, maintenant, on est sur du 10 minutes, l'entretien. Donc, ça fait 6 patients à 30 balles. Bon, voilà, on fait le calcul, c'est facile. Et puis, c'est pas, encore une fois, c'est pas le même travail, donc c'est pas comparable. Mais du coup, on va gagner beaucoup moins. Et ensuite, en fait, on a des charges énormes. Une fois qu'on enlève le loyer, une fois qu'on enlève tous les frais d'Internet, de Doctolib ou autres, qui peuvent être un peu moins chers, mais peu importe, l'URSSAF. L'URSSAF, c'est sympa l'URSSAF. Plus une prévoyance, parce qu'en fait, quand on est psy, il faut quand même avoir une petite assurance au cas où quelqu'un porte plainte contre nous. Bon, je crois que ça n'arrive pas souvent, mais il faut le faire quand même. La CIPAV, la retraite de la CIPAV, c'est une cata. Donc, en fait, il faut aussi cotiser de son côté, sachant qu'un euro cotisé et 1 euro reversé. Donc, si je cotise 100 balles par mois, on va me donner 100 balles par mois. Donc, en fait, pour avoir une retraite à 1005, il faudrait donner 1005, ce qui n'est pas possible puisque c'est à peine ce qu'on gagne. Donc, en fait, mis bout à bout, quand on fait le calcul, et l'autre aspect, en tout cas, moi, ça a été ce que j'ai vécu, c'est que ce n'est pas un travail qu'on peut faire 35 heures semaine. Ouais, ça, j'aimerais bien qu'on y vienne. Ouais. Possible. En tout cas, pour moi, mais j'en parle autour de moi avec des collègues, on est beaucoup à dire la même chose. C'est un taf qu'on peut faire 18-21 heures semaine. En tout cas, dans l'écoute active. Dans l'écoute active, oui. Pour quelle raison, même si ça peut paraître assez logique, mais j'aimerais bien que tu détailles un peu plus cet aspect-là. Alors, il y en a plusieurs. La première, ce qui me vient, c'est quand même la charge émotionnelle. Parce que quand on est psy, alors même si on y viendra, c'est la question d'après, mais donc, bon, je passe. Vas-y. Les gens qui viennent nous voir, c'est en général pas des gens qui vont très très bien. Et c'est des gens qui ont des histoires de vie qui sont parfois, qui sont difficiles. Il y a du trauma, il y a des choses pas cool, quoi. Et donc, on entend ça tout au long de la journée, tout au long de la semaine, des mois, des années, etc. Donc ça peut être très pesant. Sur soi, d'être cette éponge-là, d'être ce réceptacle. En tout cas, parce que la personne qui reçoit question d'éponge, on va peut-être y venir aussi. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, déjà, ça, c'est difficile. Et ensuite, quand on est en libéral, je disais tout à l'heure, il y a tout un pan de comptabilité qui prend du temps. D'organisation de son planning, d'appeler les patients qui prennent rendez-vous, etc., etc. Voilà, il y a tout un pan administratif qui est pas négligeable en réalité, donc il faut y consacrer du temps. Et le temps FIR en institution, on a ce qu'on appelle un temps FIR, formation, information, recherche. Les gens ne savent pas ça, mais c'est très intéressant quand on est en institution. C'est un peu de fait où on a 20% de notre temps de travail, donc c'est sur un temps plein, c'est 1 jour. Où on est supposé, pendant ce temps-là, actualiser nos connaissances. C'est intéressant sur le principe. C'est vraiment super parce que, en effet, c'est un métier comme en médecine où il faut vraiment actualiser son savoir parce qu'il y a des études qui sont faites régulièrement et donc ça bouge et donc il faut être au fait, quoi. Il faut être au goût du jour. Donc ça aussi, qu'on soit en institution ou en libéral, il faut lire, il faut s'informer, il faut se former. C'est des métiers aussi où on a de la formation continue. Et donc, tout ça, ça prend aussi du temps. Donc, si on fait un 35 heures, ce qui pour moi est très difficile, je trouve, émotionnellement, s'ajoute à ça le pan administratif, s'ajoute à ça le pan de la formation, information, etc. Donc, dans mon podcast, j'ai interviewé une personne, un psy que je connais qui s'appelle Arnaud. Et il dit, je gagne beaucoup mieux aujourd'hui que je suis en libéral qu'avant quand j'étais en institution. Mais par contre, il dit qu'il travaille 80 heures semaine. Donc, en fait, si on fait le calcul de son taux horaire, là, je pense qu'on rigole. C'est pas si... non.
pas si énorme que ça, quoi. Non. Et puis, en fait, moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de travailler 80 heures semaine. Ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour ma famille. Ouais, et puis de toute façon, alors je sais pas comment lui fait, mais on parle effectivement de cette gestion émotionnelle, ce côté éponge. Moi, c'est beaucoup de clients qui, parfois, sont très intéressés, et puis me disent, mais j'ai très peur de pas être capable de... Les personnes qui se sentent plutôt très empathiques, très sensibles, ont peur de ça. Comment ça se gère ? Est-ce que ça s'apprend dans la posture ? Comment ça se gère ? Alors moi, j'ai pas découvert le secret. En toute honnêteté, en toute transparence, je n'ai pas découvert le secret. Je sais pas si c'est triste, c'est comme ça. Mais là, je renvoie à Pascale Brion, qui est une psychologue clinicienne canadienne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Entretenir sa vitalité des dents ». Okay. Et donc, elle donne des petites pistes. Et du coup, je m'appuie sur ses propos dans le dernier épisode, le 9e et dernier épisode du podcast, où elle explique comment on peut faire justement pour entretenir cette vitalité des dents, parce que c'est un métier qui peut dévitaliser. Et moi, ça a été un peu mon expérience, raison pour laquelle je me suis tournée vers le podcast, parce qu'aujourd'hui, je suis psy. C'est plus qu'un métier, en fait. C'est un peu mon identité. Et donc, même si la pratique en libéral, aujourd'hui, j'ai vu les limites me concernant. C'est vraiment hyper personnel. C'est mon expérience, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vu les limites et en fait, ça m'a vraiment dévitalisée, réellement. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour exercer ce métier, continuer d'exercer ce métier que j'aime, parce que c'est une discipline qui me passionne, mais comment je peux faire autrement ? Voilà, comment je peux continuer d'accompagner différemment. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. L'année dernière, j'ai écrit un livre autobiographique, La fleur au fusil, avec l'idée justement qu'il puisse donner des petites clés, qu'il puisse continuer d'accompagner des gens hors les murs. Et le podcast a aussi cette vocation-là. Voilà, mais là, on parle pas de modèle économique. J'en ai pas pour le moment. Sur le podcast. Hein. Oui, exactement. Ouais. Pour l'instant, je le fais parce que je sens que c'est ce que je dois faire, mais aussi et surtout parce que je suis une privilégiée dans le sens où j'ai le luxe de ne pas me préoccuper des aspects financiers. Mais ça, j'ai conscience que c'est unique, en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas tout le monde. Donc, je saisis ma chance. La vie me donne cette opportunité, donc je la saisis. Je me consacre à fond à ce projet. Et puis, je vais faire le bilan dans 1 an ou 2. Et puis, on verra ce qui va se passer. Là où ça t'amène, les choses. Exactement. Quand tu parles j'ai vu les limites de ce métier. Est-ce que c'est les limites personnelles là, de ce que toi, tu pouvais absorber ? C'est de ça dont tu parles. En effet, je pense que j'ai parlé d'éponge, mais un psy ne doit pas être une éponge. Mais moi, je ne sais pas faire autrement que d'être l'éponge, en fait. Et donc, c'est ça qui me dévitalise. C'est que je pense que je sais pas si je suis trop ceci, pas assez cela, ultra empathique, trop émotionnelle, trop sensible. On va pas mettre d'étiquette, on s'en fout. Mais en tout cas, ma réalité, c'est que je suis trop... ça me percute, en fait. Et donc, c'est pas... Mais voilà. Mais après, il y a des gens qui y arrivent, en tout cas qui continuent d'exercer. Et heureusement, il y a des gens qui arrivent très bien. Et c'est vraiment super. D'ailleurs, ça me fait penser, donc dans mes encadrements là, avec les étudiants, il y a une étudiante qui a fait un stage à la protection de l'enfance et qui a été percutée aussi, vraiment. Et donc, sa protection, ça a été de faire un pas de côté, de se mettre en distance. Et donc, forcément, elle n'a pas pu vraiment intégrer l'équipe. Enfin, en ce sens, ce stage, entre guillemets, c'était un échec. Pour elle, en tout cas. Et on en a discuté et elle me dit, oui, ma superviseure, elle m'a renvoyé ça, que je ne me suis pas intégrée. Et elle l'a mal vécu. Et je lui disais, mais en fait, elle ne peut pas te dire autre chose. Parce que, en fait, si elle te dit autre chose, elle, je crois que ça faisait 20 ou 30 ou 40 ans. Enfin, c'est une personne qui a fait sa carrière à l'aide sociale à l'enfance, qui est je pense, une institution très lourde. Il y a un journaliste, Claude Hardy, qui a écrit un livre sur ça, là, récemment. Je pense que c'est difficile. C'est vraiment une institution qui est difficile parce que c'est... Avec un manque de moyens. Il y a un manque de moyens de dingue et c'est de rajouter de la violence à la violence, en fait. C'est des gamins qui vivent déjà des situations
folle, et on va essayer de faire avec les moyens du bord, mais en fait, c'est parfois c'est pire. Parfois c'est bon. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, cette étudiante, elle était vraiment en difficulté, donc elle m'a sollicité, on en a parlé, etc. Et elle a un peu mal vécu la remarque de cette personne. Je lui disais, mais en fait, cette personne, elle ne peut pas te dire autre chose, parce que si elle te dit autre chose, ça veut dire qu'elle va remettre en cause 40 ans d'exercice professionnel. C'est pas possible, en fait. Donc, elle est bien sûr qu'elle est dans son rôle. Et en fait, c'est limite, c'est un mécanisme de défense. En fait, il y a un côté un peu protecteur. Et je lui disais, mais heureusement qu'il y a des gens comme elle, parce que sinon, qui s'occupe de ces gamins, en fait? Donc, c'est super s'il y a des gens qui arrivent à avoir cette distance, qui arrivent... c'est nécessaire. La juste posture. Nécessaire. On est un peu, j'ai l'impression qu'on a un peu enchaîné les choses négatives depuis le début. On va venir aux choses, on va venir aux choses positives après, mais continuons dans notre lancée négative. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on soupçonne pas quand on a envie de se lancer dans ce métier-là? C'est ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Je pense que c'est cette charge émotionnelle. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. À aucun moment, alors pourtant c'est du bon sens, hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dans les études où ils vont allumer cette lumière-là, ou peut-être que ça a été fait, que j'ai pas entendu, ou j'ai pas voulu entendre, voilà, je ne sais pas, mais je pense qu'en effet cette charge émotionnelle-là, elle est... je pense c'est quelque chose qu'on soupçonne pas. Après, c'est aussi un métier merveilleux. C'est aussi un métier fabuleux, c'est un très beau métier, parce que pouvoir accompagner les gens et voir les gens, c'est un peu éclore comme ça. Je vois vraiment l'image de cette fleur en fait qui vient vraiment ouvrir ses pétales. Ça c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau de la vie de pouvoir accompagner les gens, et sans qu'il y ait de lien de dépendance, hein, mais en tout cas de simplement être... Julien Bess, il parle de Sherpa, voilà, d'être cette petite personne là qui est là en soutien, et on aide les gens à avancer, à évoluer, à se transformer, à changer, et ça c'est magique en fait. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Quelles sont les compétences, qualités qu'il faut avoir finalement pour être un bon psychologue? L'écoute, c'est banal, mais c'est pas si facile. La bonne écoute est pas si facile. La bonne écoute, elle est pas si facile. Là, je dirais aussi, j'ai le mot supervision en tête, c'est-à-dire que quand on est psy, on va être... pas systématiquement, mais il y a des situations, il y a des accompagnements qui vont nous faire vivre et ressentir des choses. Et donc, c'est important de bien se connaître, d'où le travail sur soi, pour pouvoir identifier ces mouvements en soi et de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer. En fait, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je suis en train de ressentir ça? Moni El-Kaïm, qui est donc un systémicien, donc moi la théorie systémique me plaît beaucoup, c'est un de mes référentiels théoriques. Pourquoi ça résonne comme ça en moi, et souvent on comprend que ça vient dire quelque chose du patient en fait. Ça vient, parfois on s'endort en séance, mais pourquoi est-ce que je fatigue comme ça? Qu'est-ce que ça vient dire de l'autre en fait? Donc c'est d'être attentif à tout ce qui nous traverse. Ouais, d'avoir vraiment un observateur intérieur très présent, quoi. Ouais. Donc on est à la fois à l'écoute de l'autre, mais il faut aussi être à l'écoute de soi. Et si on sent que là, il y a un truc, une impasse, où il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, ou qui est trop lourd, ou ci ou ça, de vraiment faire une demande de supervision pour aller le poser, pour comprendre en fait ce qui se passe. Donc supervision, c'est quand on fait appel à un psychologue plus expérimenté que soi, pour nous permettre de déposer, de réfléchir, analyser des situations qui nous posent problème. Exactement, c'est exactement ça. D'autres qualités, d'autres choses que tu vois? C'est déjà pas mal, d'écoute, d'être capable de s'observer intérieurement. Et le dernier que moi j'ai pas visiblement, c'est justement cette capacité à se protéger. Mais là, pardon, mais j'ai aucun conseil à donner parce que j'ai pas trouvé la formule, j'ai pas trouvé la recette. Ça mais marche. Encore une fois, c'est mon expérience. Bien et peut-être sûr. Que c'était pas ma voix. Ça n'engage que toi. Exactement. Et aujourd'hui, donc là, je tente cette aventure du podcast, de l'écriture, etc. Et bien sûr que j'espère que ça va marcher. Mais de temps en temps, je me dis si il faut penser la suite, enfin en tout cas si je dois imaginer un plan B. Clairement, je voudrais plutôt faire de la systémie, travailler en cothérapie et être en institution. L'opposé de ce que j'ai fait
Voilà. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi se connaître, se trouver, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et je reviens à cette étudiante-là et qui a vraiment mal vécu cette expérience. Je lui dis, mais non, en fait, du coup, c'est chouette. C'est que tu sais que c'est pas pour toi. Et c'est OK. Au moins, ta limite, elle est là, elle est posée, tu la connais. Donc, en fait, quand tu vas chercher un boulot, tu vas pas chercher un taf à la protection de l'enfance ou en MEX ou en foyer ou dans un foyer d'urgence. Non, c'est pas pour toi. Mais c'est pas grave. Ouais, au moins, tu as appris ça. Exactement. Oui, parce c'est tellement vaste. C'est ça, ce que j'allais dire. C'est qu'il y a quand même beaucoup... c'est toujours un peu la même chose. Et en même temps, c'est tellement différent à chaque fois avec les clients ou les patients. Et puis les cadres qui peuvent être très différents. Les gens qu'on accompagne, les référentiels théoriques. Là, j'ai une autre étudiante qui a fait son stage en psychologie interculturelle. L'ethnopsychiatrie, ça, c'est aussi un champ qui est complètement passionnant. Mais là, on travaille avec des interprètes, on travaille avec des migrants. Enfin, c'est un autre champ, une autre réalité. On parle beaucoup de santé mentale. C'est même 2025, l'année de la santé mentale. Ouais. Comment tu vois l'évolution de ce métier dans les années à venir? Honnêtement, je sais pas. C'est vraiment difficile à dire parce que la France... Alors là, j'aime pas parce que je commence ma phrase par là ou le, et donc c'est très généralisant et c'est précisément ce que je n'aime pas faire, mais c'est pas grave. Allons-y quand même. Allons-y quand même. Je pense qu'en France, on est un pays qui est quand même assez conservateur, mine de rien, mine de crayon. Et que on aime bien être un peu sur nos acquis et que je m'aperçois quand même qu'on a du mal à aller voir ce qui se passe ailleurs et du coup de pouvoir justement s'inspirer. Donc je sais pas trop comment ça va se passer ici. Moi du coup, depuis que je fais ce podcast là, je me suis intéressée à comment ça se passe au Canada, comment ça se passe en Suisse, comment ça se passe en Belgique, vraiment des pays francophones, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, il y a des choses encore à faire. En effet, je trouverais très pertinent, si c'est bien fait, que ce soit des études qui soient en 8 ans, avec les 3 dernières années où justement il y aurait un côté pratique, un côté supervision, un côté formation spécifique à une psychothérapie, enfin vraiment sur le modèle canadien. Forme d'internat, quoi, finalement, comme exactement, médecine, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment sur le modèle canadien. Après, encore une fois, c'est pas comparable. C'est Maximilien Blanchard qui a eu l'occasion de faire ses études, une partie de ses stages au Canada et qui a fait un podcast là récemment où il en parle. C'est pas comparable parce que en fait en France une année universitaire, alors l'IED c'est un peu différent parce que c'est payant, c'est un peu plus cher, mais la fac en France c'est, je sais pas aujourd'hui, mais c'est 500 € l'année. Enfin, en tout cas c'est accessible. Au Canada c'est pas la même limonade, donc du coup c'est pas des modèles qui sont vraiment comparables. Donc c'est là où c'est difficile. Ouais. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Il y a l'État qui a mis en place ce dispositif-là qu'on appelle le dispositif Mon Psy. Ça aussi, j'en parle dans le podcast. Échec total. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais on est sur du 5% d'adhésion. C'est donc un échec. Aujourd'hui, le SNP, la Syndicat national des psychologues, et pas que, et d'autres, trouvent que ça ne fonctionne pas et probablement qu'ils ont raison parce qu'il y a beaucoup de critères d'inclusion. Donc, en fait, on nous vend, c'est gratuit, la psychologie pour tous, séance soi-disant gratuite, mais en fait, non, ça ne correspond pas à la réalité. Et financièrement, c'est pas viable pour nous les psys, en fait, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est que la rémunération est très très basse pour les psychologues qui s'inscrivent dans le dispositif. En fait, on est limité, je crois que c'est 30 €. Alors, ils sont passés à 50, sauf que les séances sont limitées à 30 minutes. Et en fait, ça on ne travaille pas comme ça. En fait, en psychothérapie, on ne travaille pas comme ça. Et je pense que, oui, ils ont invité à la table des négociations, des discussions, les psychiatres qui ont une autre pratique, les psychanalystes qui ont longtemps été majoritaires dans les universités en France, etc., ce qui est de moins en moins le cas. Mais en fait, oui, une séance de psychanalyse, c'est 30 minutes, mais c'est 3 fois semaine. Enfin, c'est un autre travail et c'est une psychothérapie parmi les 400 qu'on a. Donc, en fait, c'est pas... ça peut pas être un modèle de référence, en fait. Quel conseil tu donnerais justement alors à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la psychologie en reconversion? Déjà, de bien se questionner sur les raisons. Tu veux dire quoi par là? Je pense qu'on ne devient pas psy par hasard. Enfin, on ne choisit pas cette filière par hasard, au même titre qu'on ne choisit pas d'être éducateur jeunes enfants pour rien, au même titre que les métiers de la relation d'aide en général.
Voilà, quand on choisit d'aller vers ces métiers-là, je pense qu'il y a une raison profonde. Encore une fois, je peux me tromper, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est une invitation à vraiment se questionner au fond, réellement, si je suis honnête avec moi-même, qu'est-ce que je vais chercher là ? Qu'est-ce que je vais chercher là ? Et ok, donc si je vais chercher ça, est-ce que c'est la seule voie possible ? Et peut-être que faire une psychothérapie peut peut-être suffire. Finalement. Voilà, en tout cas, de se questionner réellement sur les raisons. Ouais, est-ce que tu vois justement des raisons qui sont pas bonnes pour toi dans ce que, Non, il n'y a pas de raison qui soit pas bonne. Il faut juste être au clair avec ça. Okay. C'est simplement ça, en fait. Savoir pourquoi on est là, savoir pourquoi on le fait. Et est-ce que c'est la bonne voie, en fait. Mais non, toutes les raisons sont bonnes. On a tous nos histoires. Et je pense que ces histoires, c'est des forces. Parce que ce qu'on vit fait que, justement, avec tel ou tel type de patient, voilà, c'est un peu comme les pères aidants. Finalement, les pères aidants, c'est pas des psychologues, c'est pas des médecins, etc. Mais ils ont un savoir qu'aucun des professionnels n'a, puisqu'ils ont vécu ce truc de l'intérieur. Et donc, nous, les psys, on a tous nos histoires, tous nos casseroles. Et donc, forcément, ce qu'on a vécu fait qu'avec certaines personnes, pas toutes, mais avec certaines personnes, il y aura justement quelque chose de l'alliance qui sera plus facile à mettre en place et qui permet de se comprendre. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Et en même temps, pas de se sauver soi-même, quoi. Avec ce risque. Oui, peut-être quand je fais référence à cette notion de sauveur, alors je ne sais pas si c'est une théorie qui est valide. Là, c'est les militants psy là, dernièrement qui disent que ce n'est pas une théorie qui a été validée. Pourquoi pas ? Mais bon, moi, je trouve que la psychologie de comptoir, de temps en temps, ce n'est pas inintéressant. Et quand même, cette histoire de triangle dramatique, sauveur, victime, bourreau, c'est quand même une lecture, même si ça n'a pas été validé sur le plan théorique, scientifique. Et en effet, je pense que les professionnels de la relation d'aide, ils ont un peu cette tendance du sauveur, en fait, à vouloir venir en aide à. Et ça aussi, je pense qu'il faut le travailler en amont pour pas se noyer, en fait. Parce que si on pas s'épuiser. Exactement. Et donc là, je renvoie au rapport sur la santé des professionnels de santé, où en fait, c'est accablant ce qu'il y a dans ce rapport-là, sur le nombre de personnes qui se disent en souffrance. Je crois que le terme burn-out vient à la base de ce secteur-là. Hein. C'est quand même bizarre. C'est le monde à l'envers. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut absolument éviter quand on envisage de se lancer dans ce domaine-là ? Alors, non. Pour moi, l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Donc, je vais pas aller dans ce sens-là. Je trouve que l'erreur, l'échec, enfin, on peut pas faire autrement, on peut pas faire sans. En tout cas, des choses où on se dit, bon, quand même, c'est mieux si on passe à... Si on évite le rocher, quoi. C'est toujours mieux. Je sais pas si tu observes là, dans les étudiants que tu encadres ou dans des jeunes psy qui démarrent. Ouais. Non, franchement, comme ça, là, il y a rien qui me vient. Mais encore une fois, parce que je pense que ma notion de l'erreur, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, j'ai pas forcément envie de dire il faut pas. C'est des pièges, quoi. C'est plutôt ce sens-là. Si ce qu'on vient d'évoquer là, vraiment savoir bien se connaître, avoir fait un travail sur soi. Je pense que ça serait une connerie de se lancer en tant que psychologue sans avoir fait l'expérience soi-même et sans avoir travaillé sur son histoire, parce que vraiment cette notion de résonance qu'on utilise en systémie, ça peut être un levier, comme ça peut être quelque chose un facteur bloquant en fait dans le travail thérapeutique avec le patient. Donc ça peut être ça l'erreur, de pas suffisamment se connaître, de pas suffisamment travailler sur soi, parce que ça peut être justement contre-productif. Super. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander, livres, podcasts, vidéos ? Tu en as cité un certain nombre, on va reparler de ton podcast juste après, mais des choses en tout cas qui pourraient être aidantes sur des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ce domaine-là avant de se lancer. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête, évidemment. Peut-être s'intéresser aux psychothérapies, aux outils, en tout cas. De se dire, ok, je me lance dans les études là, mais en fait, comment j'ai envie de travailler ?
qu'est-ce qui existe, et donc, du coup, lire un petit peu les différentes approches. Et après, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Il faut simplement être à l'aise avec ces outils, en fait, tout simplement. Mais peut-être bien avant de finir les études, de commencer déjà à s'y intéresser. Et pourquoi pas de commencer à se former, parce que voilà, il y a certaines écoles de formation ou instituts de formation qui acceptent les étudiants. Et donc, c'est pas inintéressant de faire ça. Après, évidemment, le podcast que j'ai créé, donc La Psy, c'est pour les fous, en tout cas la série 1 qui parle du métier de psychologue, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Oui, qui est passionnant. Hein. Enfin, vraiment, Merci. je vous recommande. Merci beaucoup. C'est quelque chose que j'aurais aimé écouter peut-être au moment où moi j'ai fait mes études. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je le fais, pour mon moi d'il y a 15 ans. Ouais, est-ce que tu vas interviewer des personnes de différents horizons qui exercent de différentes façons avec leurs témoignages, comment eux vivent leur métier aussi. Donc on apprend plein de choses sur ce métier. Super, merci beaucoup. Oui, exactement. Donc bon, écoutez mon podcast, La Psy, c'est pour les fous. Je vous réserve plein de surprises en plus, on pourra en parler tout à l'heure. Non, vraiment, se former à la psychothérapie. Après, il y a plein de choses. Sur Internet, YouTube, Julien Bess, il parle de systémie comme personne, il est vraiment incroyable. Il faudra mettre toutes les références dans le descriptif. Pardon, j'en ai donné beaucoup, mais voilà, essayer d'aller entre guillemets s'abreuver de choses et d'autres en fonction de ce qu'on aime. Alors il y a des gens qui sont plutôt auditifs, donc écouter des podcasts, regarder, écouter des vidéos. Ceux qui sont plus visuels, aller chercher des livres, etc. Mais être curieux, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Être curieux, et c'est Aurélie qui dit ça dans le podcast, et s'armer intellectuellement. Je pense qu'en effet, c'est important de... peut-être c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir avoir beaucoup d'outils quand on est psychologue, parce que justement, en fait, quand on débute, quoi. Quand on débute, en fait, ça c'est Mélanie qui le dit dans le podcast, on est diplômé, rassure. Mais on n'est pas psy, en fait. Et c'est vrai. En tout cas, on n'est pas psychothérapeute. Ça, on est peut-être psychologue, mais on n'est pas vraiment psychothérapeute. Et donc, vraiment, d'aller, de se blinder un petit peu sur les outils, la théorie, de maîtriser un peu, et de ne pas vouloir courir plusieurs lièvres en même temps. Alors, moi, je prône une psychologie intégrative, parce que à l'inverse, j'aime pas les choses très dogmatiques, etc. Donc je trouve ça bien, cette ouverture de voir, mais de pas aller voilà, des fois il y a des psys, ils font de l'hypnose, ils font de l'EMDR, ils font de l'ICV, et puis ils font ci, ils font ça, et en fait, mais qu'est-ce que tu fais bien dans l'histoire, en fait, il y a un peu ce truc là. Il faut choisir aussi un peu, quoi. En tout cas, de maîtriser d'abord un outil avant de peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs. Après, on peut se lasser aussi d'un outil, ce qui est voilà, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà, peut-être un petit peu l'expérimenter, voir qu'est-ce que ça donne, et puis au bout d'un moment, te dire, tiens, ok, j'ai fait le tour, je vais aller chercher autre chose. Mais pas d'avoir cette espèce de boulimie comme ça, d'aller partout et dire c'est super, parce que c'est hyper... c'est galvanisant, en fait, toutes ces formations. De curiosité, c'est stimulant, c'est génial. Mais bon, à un moment donné, il faut mettre en pratique aussi. Et, c'est pas le tout d'aller en formation, il faut appliquer derrière. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, et te suivre, si on a envie de assez continuer. Basiquement, j'ai un site internet, jeannecoiffard.com. Voilà. Sur Instagram, c'est Jeanne parle de psycho, avec le tiré du 8, là, entre chaque mot. Je poste régulièrement, 3 fois par semaine sur LinkedIn, pardon, tu vas le dire. Et je poste aussi des articles de blog. Donc c'est toujours en lien avec les épisodes du podcast. J'essaye de faire qu'il y ait un lien dans les thématiques. Et là, le blog, il est sur mon site internet aussi. Super. Ouais. Bon, pour finir, si tu devais nous donner 3 bonnes raisons de se lancer en psycho, tu dirais quoi ? Que c'est un très beau métier. C'est un métier qui est quand même très satisfaisant. C'est beau. C'est beau. Je sais pas le dire autrement, mais il y a quelque chose de participer, en fait, de cet accompagnement de l'autre à son épanouissement, sa réalisation, quelque chose qui s'ouvre. C'est vraiment cette image de la fleur là qui s'ouvre. Je trouve ça hyper beau quand on peut voir une fleur éclore. C'est des petits plaisirs, quoi. C'est hyper satisfaisant. Ça nourrit l'âme et le cœur. C'est beau.
Un grand merci Jeanne pour toutes ces infos et pour ton témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, likez-le, commentez-le aussi. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et puis si ce que ça vous a donné envie ou pas de vous lancer en psycho. Et si vous ne savez pas encore ce que vous souhaitez faire, vous pouvez entreprendre un bilan de compétences. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. À bientôt.